Donc pour la deuxième restitution, qui était la table ronde recherche clinique, avec l'impact de la nouvelle réglementation sur la recherche clinique. Et c'est vous, donc Jacques Desmottes, qui est directeur général de Écrin, qui allez présenter les recommandations. Et vous avez modéré et coordonné avec Catherine Cornu de Lyon et puis Aurélie Guérin de Pfizer. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de faire une restitution. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails de tout ce qui était écrit dans cet article. Donc, je vous invite non seulement de prendre connaissance des noms des membres de cette équipe, mais aussi de lire cet article, ou au moins les parties qui vous intéressent. C'est un sujet très compliqué parce qu'il évolue dans un contexte mouvant. Il y a beaucoup de nouvelles réglementations, de nouvelles dispositions à l'échelle nationale et aussi à l'échelle internationale. Donc, je vais essayer de vous résumer. On en a extrait quelques points qui nous paraissent intéressants en termes de discussion. Donc cette diapo ressemble à une affiche d'un combat de boxe et c'est effectivement un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la recherche clinique est écartelée entre deux injonctions qui sont relativement contradictoires. La première, c'est une exigence de protection des données avec la mise en œuvre à partir de 2018 du règlement général de protection des données, le RGPD, qui a été adopté en 2016 et qui a un certain nombre de dispositions relativement spécifiques pour la recherche, mais suffisamment vagues pour que ça laisse une interprétation éventuellement divergente dans les différents pays. On va voir ça un petit peu plus tard. Et puis en même temps, on a une exigence de transparence, de science ouverte, de partage et de réutilisation des données selon les principes FAIR, Findable, Accessible, Interoperable et Reusable. Et ça, c'est une chose qui s'applique, qui est une exigence, c'est-à-dire qu'effectivement, même si vous voulez publier dans des journaux, on vous demande maintenant éventuellement de donner les données au référé pour obtenir une peer review de votre article, et puis on exige de vous qu'effectivement vos données soient stockées dans un repositoire qui vont permettre le partage et la réutilisation des données. Donc entre les deux, effectivement, il y a une situation très compliquée. Ce qu'on va essayer de vous décrire. Alors là, c'est un autre élément de contexte qui est important, qui est essayer de vous faire comprendre que la recherche clinique qui était, il y a encore 10 ans, fondée essentiellement sur du recueil de données non électroniques. Maintenant, la situation a complètement changé parce qu'en fait, l'électronique se trouve partout. Elle se trouve au moment où vous commencez à faire le design de l'étude, parce que si vous avez accès à des fichiers de patients, en disant vie réelle, vous pouvez déjà influer sur le design en adaptant les critères d'inclusion et exclusion à des patients qui existent vraiment. Vous pouvez ensuite sélectionner le site sur la base des patients qui sont disponibles ou sur la base de l'expertise des investigateurs qui peut être trouvée en faisant du mining de clinicaltrial.gov ou autre. Vous pouvez sélectionner les patients, c'est-à-dire exporter des données anonymisées des patients d'un hôpital, sélectionner ces individus qui sont anonymes et ensuite réinjecter vos données dans l'hôpital, et cet hôpital a le moyen de réidentifier ces sujets. Vous pouvez aussi utiliser des outils électroniques pour le consentement éclairé, pour la traçabilité du consentement. Vous avez aussi à faire des contrats entre le responsable de traitement et le sous-traitement, le data controller et le data processor. Vous pouvez, ça c'est très important, réutiliser pour de la recherche des données qui viennent de cohortes ou de registres, et je vais en donner un exemple. Vous pouvez aussi utiliser pour faire une recherche des données qui viennent du système de santé, soit des données issues du soin, des Electronic Health Records, soit des données qui viennent d'objets connectés, soit des données qui viennent de bases de données nationales. Et puis enfin, il y a cette exigence très importante de partage des données pour la peer review des articles, pour permettre à des collègues de faire une réanalyse de vos données, pour permettre des analyses secondaires ou des méta-analyses. Donc toutes ces situations sont des situations dans lesquelles l'usage des données électroniques change la donne, parce que ça change aussi la façon dont la protection des données personnelles va être assurée. Alors, les enjeux qu'on va essayer de voir ensemble de manière rapide, c'est juste une sélection de ce qui est abordé dans cet article. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est la loi informatique et liberté, et le fait que maintenant, il y ait non plus uniquement une procédure d'autorisation, mais une procédure de conformité avec des méthodologies de référence, et ça, c'est un progrès très important en France.
La deuxième chose, c'est la question de la déidentification, c'est-à-dire à partir de quel moment est-ce que des données qui étaient des données personnelles, des données pseudonymisées, deviennent des données non personnelles, des données qui sont anonymes, sachant que le règlement général de protection des données s'applique aux données personnelles, mais ne s'applique pas aux données qui sont anonymes. Là, j'ai été anonymisé aussi. Je peux faire... Ouais. Troisième point, l'accès aux données de recherche pour la recherche. On va en voir 2-3 exemples et les problèmes que ça soulève. L'accès aux données de santé pour la recherche, on va également voir des exemples. On va ensuite voir en vitesse la question du consentement élargi, qui est une disposition qui est prévue par le règlement sur les essais cliniques, le règlement de 2014-536, et les problèmes de retrait, d'opposition et la question de la base légale, parce que la base légale pour le règlement général de protection des données varie d'un pays à l'autre. En France, c'est sur l'intérêt public, dans d'autres, c'est sur le consentement. Et donc, ça fait que la façon dont les pays interprètent ou mettent en application ce règlement, en fait, diffère. Et puis, enfin, quelques points sur le contexte européen et le contexte international. Donc, très vite, on va voir d'abord les méthodologies de référence de la CNIL. Donc, jusqu'à une période récente, il fallait avoir une autorisation de la CNIL. Maintenant, les choses ont changé. La CNIL a mis en place des méthodologies de référence et il faut pouvoir démontrer la conformité avec les méthodologies de référence. Si vous êtes ici dans une recherche qui implique la personne humaine, eh bien, vous passez par le CPP et ensuite, selon que vous êtes conforme avec les méthodologies de référence ou non, vous n'avez pas à passer au niveau de la CNIL, à obtenir une autorisation de la CNIL si vous êtes capable de démontrer la conformité avec les méthodologies de référence, et sinon, il faut que vous passiez par la CNIL. Et quand vous faites une recherche qui n'implique pas la personne humaine, eh bien là, vous avez exactement la même chose. Si vous êtes conforme aux méthodologies de référence, eh bien, vous n'avez pas à demander une autorisation. Si vous n'êtes pas conforme, vous avez à demander cette autorisation. Donc ça, c'est très bien. On voit que la CNIL a fait un effort considérable à créer des méthodologies. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'il en fasse d'autres. Vous pouvez voir qu'ils ont mis 3 chiffres, c'est les méthodologies de référence s'appellent 001, 003, etc. Ça veut dire qu'on peut aller jusqu'à 999, et donc on espère qu'ils seront capables de faire énormément de méthodologies de référence qui simplifieront la vie des chercheurs. Et puis aussi, ce qui est important, c'est de faire attention que ce ne soit pas restreint à un acteur particulier. Par exemple, la méthodologie de référence 005, elle s'applique aux hôpitaux, mais pas aux chercheurs universitaires. Bon, ça, c'est des choses qu'il faut enlever parce que ça fait perdre du temps aux universitaires qui sont obligés de passer du coup par cette case-là alors que les hôpitaux passent par l'autre case. Voilà. Ensuite, une deuxième question très importante, comme je l'ai dit, c'est à partir de quand est-ce que les données sont anonymisées? Alors, dans le passé, c'était très simple. Quand vous aviez des données, vous aviez un code qui vous dit le numéro de temps, ça correspond à tel patient. Si le code était conservé dans votre tiroir, eh bien, ces données étaient pseudonymisées. Et si vous jetez le code dans la poubelle, eh bien, les données sont anonymisées. Maintenant, ça ne marche plus comme ça parce qu'il y a effectivement un risque de réidentification en utilisant tout un tas d'outils de mining, de process électroniques pour réidentifier les patients. Si vous avez des données d'un hôpital, si vous avez la date de la prise de sang, le taux de glucose et le taux de cholestérol, vous pouvez immédiatement réidentifier les patients. Donc pour avoir des jeux de données qui sont réellement anonymes, il faut faire ce qu'on appelle une minimisation, c'est-à-dire enlever tout un tas de données qui pourraient être réidentifiantes et puis évaluer le risque qu'il y a qu'on puisse procéder à une réidentification de ces patients. Et donc on est dans une situation où il n'y a plus du noir et du blanc comme auparavant, mais on a véritablement un continuum entre ce qui est pseudonymisé et anonymisé. Et c'est un énorme problème parce qu'effectivement, on ne sait pas à partir de quand est-ce que des données sont couvertes ou non couvertes par le règlement général de protection des données, puisque le règlement s'applique aux données qui sont pseudonymisées, mais pas aux données qui sont anonymisées. Donc on a une situation de continuum, de gris, alors qu'on voudrait avoir du noir et du blanc. Et quand on voit ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, eh bien, il y a les règles qu'on appelle de HIPAA.
et qui permettent, en enlevant, si on montre qu'on est capable d'enlever 18 identifiants, 18 items des données, et bien à ce moment-là, ces données sont considérées comme déidentifiées. Donc nous, on aurait besoin de quelque chose un peu plus clair, un peu plus propre et un peu plus défini pour savoir dans quel cas est-ce qu'un jeu de données est couvert ou non couvert par le règlement général de protection des données. Un autre point qui est important, c'est la question de la réutilisation des données de recherche pour la recherche. Donc la première chose, là il y a 3 points qui sont importants. La première chose, c'est la question du partage des données. Dans le cadre de la science ouverte, du principe de FAIR, eh bien, la notion de partage de données est importante. Premièrement, pour que les journaux puissent faire une peer review en connaissance de cause, c'est-à-dire au lieu de croire sur leur bonne foi, les investigateurs, eh bien, ils veulent avoir les données pour refaire les statistiques, etc. et pour être certain que les données publiées, enfin les résultats publiés correspondent à des données. Et ça, les journaux le demandent, mais on n'a pas le consentement des patients pour envoyer leurs données au New England Journal of Medicine. Ça, c'est un problème qui est très important. Et puis ensuite, il y a la question de la réutilisation du partage des données avec la communauté scientifique, soit pour faire une réanalyse, qui est très important pour pouvoir garantir la reproductibilité des analyses faites, soit pour faire une analyse secondaire, soit pour faire des méta-analyses. Et là, effectivement, c'est une injonction forte, puisque la majorité des journaux, maintenant, demandent que les données puissent être réutilisées, soit placées dans des repositoires pour faire un partage de données. Alors, ça suppose un certain nombre de choses. La première chose, c'est que ça suppose, comme c'est écrit ici, un plan de partage des données et une information des patients. C'est-à-dire qu'on demande que dans le protocole, il y a un plan de partage de données et on demande ou on demandera dans pas longtemps que quand on enregistre le protocole de son essai clinique sur clinicaltrial.gov ou sur la base de données de l'OMS, eh bien, il faudra que ce soit assorti d'un plan de partage. Et le plan de partage doit être, et ça c'est des choses qui ne sont pas encore faites mais qu'il faudra faire, il faudra que ce plan de partage soit traduit dans la fiche d'information qu'on donne aux patients pour demander leur consentement. C'est-à-dire que si on veut que les patients puissent donner un consentement élargi pour la réutilisation de leurs données, il faut au moins qu'on leur dise comment. Pas forcément pourquoi, on va revenir sur ça, mais au moins qu'on leur dise comment est-ce que les données vont être partagées, est-ce qu'elles vont être mises sur l'Internet et que votre assureur ou votre employeur va pouvoir regarder vos données, ou est-ce qu'elles vont être protégées par tout un tas de mécanismes. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre en place des repositoires. Alors, il y a tout un tas de repositoires de données de recherche qui existent. Par exemple, les universités américaines ont chacune leur repositoire des données dans lequel vous allez avoir la séquence du ver Caenorhabditis elegans, où vous allez avoir des études sur la mouche drosophile, et vous pouvez avoir dans le même repositoire des données d'essais cliniques. Alors c'est faisable aux États-Unis parce qu'effectivement vous avez ces règles de HIPAA qui disent qu'à partir du moment où vous avez enlever ces 18 identifiants, eh bien votre jeu de données, il est considéré comme un jeu de données qui est déidentifié, et vous pouvez faire ça. En Europe, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas ce niveau-là de précision dans la définition de ce qui est identifiant ou pas. En revanche, il y a aussi des registres de données spécifiques pour les essais cliniques. On en a fait un inventaire et une évaluation de manière récente. Et c'est ce qu'il faudrait essayer de développer, qui est des registres dans lesquels on puisse partager les données des essais cliniques et que les gens qui veulent réutiliser puissent aller les chercher et les extraire. Donc ça pose un peu le problème de la déidentification, pas trop compliqué aux États-Unis, très compliqué en Europe. Et donc ça pose la question de l'accès contrôlé. Il y a plusieurs façons de contrôler cet accès. Soit c'est un accès contrôlé de manière technique, c'est-à-dire avec une sorte de machine virtuelle, une boîte à gants qui permet finalement d'agréger les données mais sans les voir, sans avoir accès aux données individuelles, ou bien par un conseil scientifique qui examine la requête, la raison pour laquelle est-ce qu'il y a effectivement une demande de réutilisation de données, est-ce que c'est pour faire une méta-analyse, une réanalyse, etc., qui juge de l'opportunité de partager ces données et qui ensuite signe un contrat de confidentialité avec les réutilisateurs de données.
Et puis pour faire ça, il faut qu'on sache à quel endroit trouver les données, donc il faut aussi des repositoires de métadonnées. Donc vous voyez que c'est un problème qui est très compliqué, qui est un problème qu'il faut mettre en œuvre immédiatement parce que c'est une exigence. Et puis ensuite, il y a deux autres situations qui sont intéressantes. La première, c'est les essais cliniques randomisés qui utilisent des cohortes, ce qu'on appelle les TWIC, les Trials Within Cohort. C'est-à-dire qu'on utilise une cohorte, on recrute des patients de la cohorte vont être randomisés pour participer au bras actif, et puis d'autres patients de la cohorte qui savent ou qui ne savent pas qui y sont, servent de bras contrôle. Donc c'est une façon très élégante et très économique de faire un essai clinique, mais qui pose des problèmes à la fois méthodologiques et éthiques importants. Et puis enfin, il y a beaucoup, et ça c'est des choses qu'on voit de plus en plus, dans toutes les études de médecine personnalisée, ou plus exactement de stratification, souvent la première cohorte de stratification est une cohorte rétrospective, c'est-à-dire qu'on utilise de manière rétrospective les données d'une ou en général de plusieurs cohortes existantes de plusieurs pays. On peut prendre 10 cohortes d'obèses, et bien on extrait les données, on extrait aussi les échantillons biologiques, on fait des analyses multi-omiques, un algorithme de stratification. Donc c'est des questions qui se posent de manière brûlante pour énormément de ces études. Là, je vous montre juste une application qui a été faite, qui est la première fois où ça a été fait, c'était en Suède en 2013. C'est une publication qui est un essai clinique qui est fait à partir d'un registre. C'est-à-dire qu'en Suède, il y a tout un tas de systèmes de registres de maladies, registres nationaux. Ici, c'est le registre des infarctus du myocarde. Vous voyez qu'en 2 ans, il y a eu 10 000 nouveaux infarctus. Et bien sur ces 10 000 nouveaux infarctus, 6 000 ont accepté de prendre part à un essai clinique randomisé, donc ça fait un énorme recrutement, et pour un coût qui est extrêmement modique, puisque cette étude a coûté en tout 300 000 €, c'est-à-dire 50 € par patient, quand on sait qu'en général un essai clinique de ce type-là coûte plutôt 5 000 € par patient, c'est 100 fois moins cher, et relativement vite, ils ont pu faire un essai clinique randomisé sur une intervention qui est une aspiration du thrombus, et avoir des résultats positifs. Donc ça, c'est des choses, c'est des outils très très importants et qui vont certainement se généraliser. Réutilisation des données de santé maintenant pour la recherche. C'est-à-dire que les données de santé, c'est quoi? C'est des données qui sont issues du soin, du dossier médical, des Electronic Health Records, des entrepôts de données hospitaliers où il y a, si je puis dire, à boire et à manger. Il y a des données qui sont structurées, des données non structurées, etc. Il y a des registres de partage de données. Tous ces données qui sont issues du soin peuvent éventuellement être utilisées pour une recherche, mais ça pose des problèmes très importants, effectivement, de sécurité, de contrôle de l'accès, parce que ce sont des données qui sont totalement personnelles. Les données issues des objets connectés, qui posent aussi un problème, et un problème de consentement, c'est-à-dire qu'il est très important de savoir que les sujets consentent à ce que les données qui vont être captées par leur actimètre ou par leur téléphone portable, etc., alimentent et de manière très sécurisée les bases de données d'une recherche clinique. Et puis enfin, les données qui sont issues des bases de données nationales, régionales. Alors dans un premier temps, le SNDS, qui est le système national des données de santé, c'est ce que fait par exemple la cohorte Constance, qui est capable de réutiliser les données du SNDS pour assurer une partie du suivi des patients qui sont inclus dans la cohorte Constance. Et puis demain, ça sera le Health Data Hub. Donc j'ai juste quelques petites diapos. Le SNDS, vous savez, c'est à l'heure actuelle composé de 5 sources de données. Les données de l'assurance maladie, donc qui sont des données de prescription. Les données des hôpitaux, qui ne sont pas des données de soins, qui sont des données du PMSI. Le registre des causes de décès. Les données du handicap. Et puis celles des caisses complémentaires. Voilà. Et donc ça permet de faire soit des extractions à façon, soit de travailler sur des échantillons généralistes, soit de travailler avec des données agrégées. Et donc demain, mais ça va être présenté plus tard, il y a le Health Data Hub, et vous pouvez voir qu'il est déjà en avance puisqu'il me donne ces diapositives en anglais. Il a un coup d'avance, mais qui permettra, en plus des données qui sont contenues dans le SNDS, de pouvoir donner accès à énormément de types de données de santé et des données de nature médicale pour la communauté des chercheurs.
Enfin, on a presque fini maintenant. On en arrive au problème du consentement et en particulier du consentement élargi du retrait de l'opposition. Donc, à l'heure actuelle, il y a une situation, on peut dire, un petit peu conflictuelle entre les dispositions du règlement général pour la protection des données et puis le règlement 2014-536, qui est le règlement sur les essais cliniques de médicaments. Ce règlement n'est pas encore entré en force, il faut avoir ça en tête, mais le jour où il rentrera en force, eh bien, il indique qu'effectivement, on peut obtenir un consentement élargi pour un usage secondaire des données. Donc ça, c'est une chose très importante, alors que dans le RGPD, la situation n'est pas tout à fait aussi claire. Donc, il y a une première question que j'ai un petit peu abordée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir, dans le cadre du consentement élargi, définir la finalité de cet usage secondaire, et est-ce qu'il faut se focaliser sur une finalité très étroite, comme par exemple, je veux que mes données puissent être réutilisées pour les études sur le cancer de la prostate faites par l'université de Besançon, ou est-ce qu'on dit, est-ce que je souhaite qu'elles puissent être réutilisées pour toute la recherche biomédicale? C'est une chose très importante. En revanche, moi, si j'étais patient, ce que j'aimerais, c'est savoir comment est-ce qu'elles vont être mises à la disposition. C'est-à-dire dans quel repositoire est-ce qu'elles vont aller, quelle est la gouvernance du repositoire, quel est le niveau de sécurité, et est-ce que je suis sûr que mon employeur et mon assureur ne vont pas avoir accès à mes données de santé. Il y a une deuxième question très importante, c'est la question du retrait par rapport à l'exhaustivité des données, c'est-à-dire que quand on veut faire une méta-analyse, une réanalyse, si un certain nombre de données ont été enlevées, et en particulier si ce retrait des données est justifié, en fait motivé par le mécontentement par rapport à un essai clinique, etc., on a un risque de biais très important. Et puis il y a aussi, mais même pour les usages primaires, des risques de biais, en particulier si les gens souhaitent retirer les données de vigilance, on peut se retrouver dans une situation qui fait prendre un risque à d'autres individus. Et puis, il y a la question très importante de la différence entre les bases légales. Donc, comme j'ai dit, selon les pays, la base légale pour la mise en application du règlement, c'est soit le consentement, soit l'intérêt public, soit l'intérêt légitime. Alors, en France, c'est l'intérêt public, ce qui permet que dans certaines situations, on peut avoir une exemption de consentement si on peut démontrer qu'il y a un intérêt public et si on peut montrer que ce serait trop compliqué de retrouver le consentement. Et enfin, la dernière diapositive, favoriser la coopération internationale. Première chose, parce que la recherche clinique, c'est une activité qui est internationale, donc il faut absolument que les règlements soient perméables à tous les chercheurs et organismes internationaux. Deuxièmement, parce que la loi informatique et liberté s'applique aux responsables de traitement situés en France qui traitent des données hors de France et situés hors de France et qui traitent des données en France. Donc il faut que les frontières soient totalement transparentes, perméables, et il faut bien sûr faciliter l'accès des chercheurs étrangers. Et donc pour ça, il y a quelques petites recommandations. Avoir des documents traduits en anglais de tous les documents et en vrai anglais, pas du non, mais vous savez bien ce que je veux dire. Souvent, on voit des traductions qui ne sont pas vraiment de l'anglais. Donc, il faut que les choses puissent être lues et qu'on ne transpose pas le jargon administratif français dans une langue qui est incompréhensible de tout le monde. Ensuite, informer les promoteurs étrangers, c'est aussi très important, sur la base légale, sur les obligations par rapport à la CNIL et au CPP. Faire un petit peu de benchmark sur la situation dans les autres pays pour essayer de faire en sorte que la réglementation française ne s'en éloigne pas trop. Essayer de faire ce qui a été fait pour les essais cliniques médicaments avec ce qu'on appelle une VHP, la Voluntary Harmonization Procedure, c'est-à-dire avoir un système dans lequel on n'a pas à aller à frapper à la porte des autorités de traitement de données dans 25 pays pour un essai clinique qui serait fait dans 25 pays. Il faudrait qu'il y ait une coordination et qu'il y ait un pays rapporteur qui fasse le boulot et qui communique avec les autres. Alors c'est peut-être un rêve lointain, mais il faudrait arriver à une chose comme ça, parce que là on est en train de résoudre ce problème-là pour les essais cliniques médicaments, pour les autorisations par les autorités compétentes, et on va en fait retomber sur le même problème avec ces autorisations du point de vue de la protection des données. Participer plus aux initiatives européennes comme le Code of Conduct qui est en train d'être piloté par BBMRI, et c'est très important que la France soit plus représentée là-dedans, et puis éviter les réglementations françaises faiblement interopérables. Dans notre table ronde, on avait identifié par exemple le fait qu'en France, il y a une certification des hébergeurs de données de santé qui existe uniquement en France et pas ailleurs, et qui peut être un petit peu
handicapante. Voilà, et donc j'ai terminé, je montre la photo, alors on ne l'a pas prise au même moment, mais c'est important parce que ça montre que la pluie a été un allié, parce que ça nous a permis de faire cet exercice d'intelligence collective qui ne se faisait pas à l'extérieur, mais dans une salle, et on était très contents de travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Alors, toutes celles qui sont en lien avec le Health Data Hub et SNDS, on pourra les poser quand Jean-Marc Aubert fera la présentation. Est-ce que vous avez des questions spécifiques pour cette table ronde? Ouais. Ceci étant, est-ce qu'à ce moment-là, elles n'appartiennent plus au patient et qu'on peut en faire ce qu'on veut? Et là, ça ouvre le champ à plein de choses. Ou est-ce qu'on a certaines contraintes sur leur utilisation une fois qu'elles sont complètement anonymes? Alors, je ne suis pas juriste, mais je sais qu'il y a des juristes dans la salle. La première question que je voulais qu'on traite, c'était la question justement de qui est le propriétaire des données dans une recherche clinique. Mais on m'a dit que ce n'était pas une bonne question, qu'on allait y passer 3 jours et qu'on ne trouverait pas de solution. Mais je ne sais pas si nos amis juristes ont une réponse à cette question. Oui, effectivement, je pense que la bonne question, ce serait de savoir si, une fois les données anonymisées, elles rentrent toujours dans le champ du RGPD ou pas. Et non pas si les patients ont un droit de propriété là-dessus, puisque c'est une question juridique très compliquée. À ma connaissance, et c'est aussi mon interprétation, les patients n'ont pas ce droit. Il y a d'autres droits qui protègent le patient et les données des patients, notamment le droit d'accès, le consentement, le droit du retrait du consentement, le droit à la portabilité, mais ce n'est pas par le biais du droit de propriété que ces données sont protégées. Et après, bon, je ne suis pas technicienne, donc je ne sais pas si on peut vraiment anonymiser. On m'a toujours dit qu'on ne peut pas vraiment anonymiser les données dans le cadre de la recherche clinique, mais la question, la réponse, si vous voulez strictement juridique, c'est qu'une fois anonymisées, les données ne rentrent plus dans le champ du RGPD. Merci. Bah, écoutez, merci beaucoup encore. Ah, oui. Petite question sur un retour d'expérience éventuel depuis la mise en œuvre du RGPD. En tout cas, la façon dont les comités de protection des personnes commencent à pouvoir répondre. Est-ce qu'ils ont donc à la fois bien sûr les compétences, mais est-ce que le flux de retour de leur part va nous permettre de pouvoir réussir ce challenge? Ouais, ça, c'est une question pour Pierre-Henri Berthois ou pour des membres des comités d'éthique. Pierre-Henri n'est pas là aujourd'hui. Il m'a envoyé un petit mail pour me dire qu'il ne pouvait pas venir, mais je ne peux pas vous donner de réponse comme ça, de retour d'expérience sur un cas particulier en France. Bien, merci beaucoup.